Eh bien, bonjour à tous. Enfin, à tous, je ne sais pas à tous, parce que je vois personne. Je vois que Marine avec son masque. Merci de me donner la possibilité de présenter ce texte sur la qualité de l'air. Je suis désolé, j'aurais bien aimé partager la Ligo de l'amitié avec vous, mais j'ai eu un petit problème d'emploi du temps, donc c'est un peu compliqué de se rendre à Clermont-Ferrand. Ce que je vais faire, c'est que dans la présentation, il y a 3 parties, donc je vais m'arrêter à chacune des 3 parties, et comme ça, on va peut-être, s'il y a des questions, ce sera plus facile de poser une question à la fin de chaque partie, plutôt que de faire tout d'un coup. Donc tout d'abord, je me présente, donc Jean-François Léon, je suis chargé de recherche CNRS au laboratoire d'aérologie à Toulouse, à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et ma thématique de recherche, c'est tout ce qui tourne autour des aérosols dans l'atmosphère et de leurs impacts sur le climat et la qualité de l'air. Donc cette présentation, une bonne partie, j'en avais fait à Arcachon lors des dernières journées l'année dernière. Et j'ai ajouté quelques petites nouveautés sur les recherches qu'on fait au laboratoire. Donc le plan, ça va être... en fait, non, il y a 5 parties en tout, hein, donc ça va être un petit peu long. Je vais essayer de tenir dans une demi-heure quand même. Donc tout d'abord, quelques généralités sur les polluants dans l'atmosphère. Donc tout ce qui est polluant, donc ça va être des choses, des composés chimiques qui sont dans l'atmosphère et qui sont plutôt indésirables. Donc à la base, c'est une modification de la composition chimique de l'air par des activités qui émettent des particules ou des gaz et qui sont nuisibles soit à la santé, soit aux écosystèmes ou qui ont un impact sur le climat. Alors, on sépare bien ce qui est polluant climatique de ce qui est qualité de l'air, même si certains polluants ont un effet un impact sur les deux domaines. Parce que en fait, c'est surtout le temps de résidence qui va jouer. Typiquement, le CO2, c'est des temps de résidence très longs par rapport à des polluants qu'on va appeler des polluants à courte durée de vie, comme les particules ou l'ozone, qui vont rester quelques mois ou quelques semaines dans l'atmosphère et donc qui vont être enlevés de l'atmosphère de manière assez rapide. Alors, les polluants les plus classiques, ceux qui impactent sur la qualité de l'air et la santé, donc on retrouve les usual suspects, comme on dit, donc les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles, qui peuvent être à la fois naturels ou émis par les activités humaines, l'ammoniac. Alors, donc les polluants, ce que je disais sur les suspects habituels, donc les oxydes d'azote hein, émis par les voitures, composés organiques volatiles qui ont été émis par soit la végétation, soit par bien sûr les émissions humaines. L'ammoniac, l'ozone, on va en parler un petit peu. Donc les particules, on va en parler beaucoup parce que c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Donc ce qu'on appelle les PM, hein, particulate matter, que ce soit PM2,5, donc les particules ayant un rayon inférieur à 2,5 micromètres, ou les PM10, inférieur à 10 micromètres. Les métaux, on va en parler aussi un petit peu, et le dioxyde de soufre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a certains polluants qui sont à la fois des agents climatiques, et à la fois ont un impact sur la qualité de l'air et la santé, comme par exemple l'ozone et les particules. Alors, passe. Donc, en termes d'émissions, il y a 2 choses importantes à savoir. C'est d'une part, il y a les émissions primaires de polluants, c'est-à-dire qui sont directement émis dans l'atmosphère sous forme de polluants. Et il y a ensuite les polluants secondaires, non pas secondettes, comme c'est écrit, qui sont formés par réaction chimique dans l'atmosphère à partir de précurseurs, essentiellement gazeux ou particuliers. Et donc, il ne faut pas confondre les deux entre les émissions et les concentrations. Les émissions, donc, ça va être les flux qui sont émis par les voitures, par les industries. Et ensuite, il y a les concentrations atmosphériques qui vont varier en fonction de différents phénomènes, que ce soit la météo ou des réactions chimiques qu'il y a dans l'atmosphère. Passe. Donc sur les émissions primaires, essentiellement, on retrouve les principaux émissaires, donc les transports, les émissions par le résidentiel, l'agriculture et l'industrie. Et on voit sur ce tableau-là les répartitions en fonction du type de polluant des différents émissaires. Donc on voit bien sûr que les oxydes d'azote en haut à gauche, c'est majoritairement le transport, 63%. Donc ça, c'est les voitures diesel, etc. Pour l'ammoniac, 90%, c'est l'agriculture, émis par les épandages d'intrants essentiellement. Les PM2,5, c'est beaucoup plus varié. On a une part de résidentiel, le chauffage, le transport, l'agriculture, l'industrie. Donc, c'est beaucoup plus complexe, comme les PM10 d'ailleurs.
Tout en bas, le dioxyde de soufre, 80%, c'est l'industrie. Donc, il y a eu des gros problèmes d'émissions de dioxyde de soufre avec les pluies acides, qui sont normalement à peu près réglées en Europe. On retrouve par contre, bon là, on a travaillé beaucoup sur l'Afrique. On retrouve dans le diesel africain des taux de soufre qui sont extrêmement importants, extrêmement inquiétants. Et ensuite, on a donc les composés organiques volatiles, non méthaniques, qui sont donc des composés qui sont émis à la fois par le résidentiel, donc le chauffage, et aussi par l'industrie sous forme de solvants et compagnie. Donc, suivant. Donc ça, c'est pour les émissions primaires. Donc, en ce qui concerne les composants, les polluants secondaires, comme l'ozone, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un polluant qui est formé dans l'atmosphère à partir de précurseurs, donc les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, et qui, sous l'action du rayonnement, va se former dans l'atmosphère. Donc, on retrouve de l'ozone, bien sûr, dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, et on retrouve aussi de l'ozone en ville, et qui a un impact assez significatif sur la qualité de l'air, parce que c'est un oxydant très puissant. Suivant. Donc, en ce qui concerne les particules, ce qui est complexe dans les particules, c'est le fait qu'elles aient des tailles très variées en fonction des processus qui sont à leur origine. Alors, de gauche à droite, vous avez les plus gros. Donc là, vous avez une fourmi, jusque les toutes petites molécules. Et donc, nous, les particules qu'on va regarder, elles ont une taille entre 10 microns et 100 nanomètres à peu près. Vous voyez que le virus, par exemple, qui va nous intéresser aussi, il est à 0,1 à 100 nanomètres environ. Et donc, on retrouve toute une gamme de particules plus ou moins grossières, de 10 microns à quelques 100 nanomètres. Et en fonction de leur taille, elles ne vont pas avoir du tout les mêmes impacts, que ce soit sur le climat ou sur l'atmosphère. Donc, suivant. Donc, l'origine des particules, ça va être, bon, pour ce qui concerne les émissions anthropiques, beaucoup de combustion. C'est-à-dire lorsqu'on brûle du carburant, lorsqu'on brûle la végétation, on émet, c'est une combustion qui est très incomplète, donc on émet beaucoup de particules qui vont se retrouver dans l'atmosphère. On a aussi des émissions par mécanique. Alors, ça peut être l'émission de sable, de poussière désertique sous l'effet du vent. Ça peut être aussi de l'abrasion, par exemple, on va en parler un petit peu plus tard, de l'abrasion des véhicules, des plaquettes de frein des véhicules qui émettent beaucoup de particules métalliques. Et puis, on a aussi un mécanisme de formation secondaire par condensation de précurseurs dans l'atmosphère qui forment des toutes petites gouttelettes d'aérosol. Suivant. Alors, en fonction de la taille de ces particules, elles ne vont pas avoir le même impact sur la santé. C'est-à-dire que les particules les plus grossières, les PM10 à gauche par exemple, vont plutôt être retenues au niveau de la partie supérieure de l'appareil respiratoire, donc ne vont pas pénétrer profondément dans les bronches, donc c'est plutôt des effets d'irritation, etc. Alors que les particules qui sont très fines, tout à l'heure je parlais des particules issues de l'abrasion des plaquettes de frein par exemple, on va les retrouver assez profondément dans le système respiratoire, voire dans la circulation sanguine, et dans des organes comme le foie ou le cerveau après. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose à l'heure actuelle, savoir ces particules qui rentrent dans notre organisme, qu'est-ce qu'elles deviennent et est-ce qu'elles ont un impact sur la santé. Suivant. Donc, moi, je parle des particules de manière assez au sens général, donc tout type de particules. Et puis, il y a certains polluants qui sont un peu spécifiques, comme les pesticides. Donc, il y a eu pas mal de débats sur à quelle distance doit-on mettre les habitations de l'épandage des pesticides, parce qu'en fait, il y a une contamination par voie aérienne sous forme de gouttelettes. Il y a tout ce qui est particules vraiment ultra fines manufacturées, on va en parler un tout petit peu. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi bioaérosol, c'est-à-dire soit les détritus, les moisissures, les pollens qui sont émis naturellement, qui se retrouvent dans l'atmosphère. Il y a un polluant qui nous intéresse particulièrement, plutôt un composé des particules, qui est le carbone suie, donc qui est issu de la combustion. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'il a à la fois un impact avéré sur le réchauffement climatique et sur la qualité de l'air. Suivant. Donc, par rapport à ces polluants, ils sont réglementés. Il y a des normes, il y a des seuils. La France est régulièrement en dépassement de normes, et donc en contravention vis-à-vis des réglementations européennes, parce qu'on n'arrive pas à régler certains problèmes d'émissions, que ce soit par le trafic essentiellement. Donc ça, je ne vais pas trop en parler. Suivant.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement la pollution atmosphérique. On appelle ça un tueur silencieux parce qu'on ne se rend pas compte des dégâts que ça peut faire, mais ça fait environ 7 millions de morts par an dans le monde, avec une répartition assez, assez hétérogène. Que ce soit pollution intérieure ou pollution extérieure, les deux cumulés. Donc c'est quand même un phénomène sanitaire extrêmement préoccupant. Et donc on doit apporter des réponses par rapport à ça. Suivant. Alors, je vais parler là de la formation des pics de pollution, parce que nous, c'est vrai qu'on s'intéresse aux polluants de manière générale, qui est des pics ou pas, alors que le grand public s'intéresse souvent à la pollution uniquement lorsqu'il y a un dépassement de seuil ou des pics ou des malades, etc. Donc là, je vais parler de la formation de ces pics-là, sachant que nous, on surveille en permanence l'atmosphère et parfois c'est un peu le désert des Tartares, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est à la fois d'observer l'atmosphère lorsqu'il y a des pics et lorsqu'il n'y a pas de pics, et de comprendre pourquoi les pics se forment. Suivant. Donc, on a 3 types de pics de pollution en fonction de la saison, donc été, automne, hiver. Donc, collection été, donc en été, on a des conditions parfois anticycloniques, c'est-à-dire faible vent, les polluants sont un peu capturés dans un anticyclone, avec beaucoup de rayonnement. Et donc là, c'est le phénomène de polluants secondaires, c'est-à-dire qu'on a des précurseurs qui sont émis par la circulation, par exemple, des NOx. Et avec la photochimie, on a beaucoup de production d'ozone. Donc on va avoir plutôt des pics de pollution à l'ozone en été, liés à la formation de polluants secondaires. Suivant. Au printemps, on a souvent des événements qui sont liés en fait à la formation aussi de polluants secondaires, mais particulières cette fois. C'est-à-dire qu'on a des émissions d'ammoniac qui viennent des épandages agricoles. Et ces épandages-là vont se combiner avec la pollution urbaine. Et cette combinaison, suite à des réactions chimiques, va former des particules très très fines. Et on a ce type d'événement principalement au mois d'avril, lorsqu'il y a eu des épandages agricoles. Suivant. Et enfin, la pollution plutôt hivernale. Là, ce sont aussi des conditions météorologiques qui sont assez propices à la formation de pics de polluants, avec des vents faibles et une couche de mélange atmosphérique qui va être très basse, donc qui va piéger les polluants près du sol, avec des émissions qui sont plus importantes, parce que là, on a le chauffage, des émissions de particules et de composés organiques, avec peu d'ensoleillement et donc peu de destruction aussi des polluants, naturellement. Et donc, on a essentiellement, lors des événements de pollution hivernale, des pics aux particules qui sont liés justement à ces conditions météorologiques qui favorisent l'accumulation de polluants proches du sol. Suivant. Alors, donc là, je vais parler un petit peu d'observation parce que notre recherche scientifique elle est beaucoup basée sur les observations. Alors, suivant, donc mesurer la pollution de l'air. Il y a 3 niveaux, on va dire. Un premier niveau de dispositifs réglementaires, que ce soit national ou internationaux, donc avec des agences qui sont spécialisées dans la surveillance des polluants et l'étude des particules et des gaz. Il y a nous, les scientifiques, bien sûr, et puis il y a aussi les citoyens. Ça, c'est, voilà, on travaille aussi avec des gens qui ne sont pas forcément experts et scientifiques. Donc, suivant, slide 22. Donc, il y a, suite donc, aux réglementations nationales et internationales, il y a donc, toute une sorte d'agences qui sont spécialisées dans la surveillance de la qualité de l'air. C'est leur rôle et leur mission. Donc, ils ont tout un panel de missions de surveillance, d'analyse, de prévention et d'alerte. Donc, suivant. Donc, dans les mesures, dans les ASCA, on a tous les polluants qui sont réglementés. Donc, depuis, donc je parlais du SO2. Alors, le SO2, maintenant, la surveillance du SO2, du dioxyde de soufre, a un petit peu disparu suite justement aux réglementations qui ont limité les émissions de soufre. On a uniquement des stations de mesure de dioxyde de soufre près des industries lourdes, type pétrochimie. Bon, il ne reste pas beaucoup en France, mais il y en a encore. Et puis, même, ils vont jusque tout ce qui est composés organiques, type HAP, BTX et compagnie. Et puis après, il y a aussi des études d'impact sur les pesticides, les dioxines, un peu des choses un peu spécialisées qui concernent des problématiques réglementaires, on va dire. Suivant. Alors nous, dans les labos, on fait des choses plutôt plus exotiques. On s'intéresse des fois aux très très petits. Donc là, je vous montre une image prise à
microscope électronique à balayage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pris dans une école à Toulouse, où on voit, donc le petit 1, ça va être une sphérule de magnétite qui est formée lors de la combustion, donc c'est un oxyde métallique de fer. Numéro 3, ça va être des particules de carbone qui forment des chaînes qui s'agglomèrent en fait autour d'autres particules. Alors ce que vous voyez, les traits que vous voyez partout, l'espèce de forêt là, ce sont les fibres du filtre sur lesquelles les particules ont été prélevées. Donc il ne faut pas trop y faire attention. Et là, ce qui nous intéresse typiquement, c'est d'aller voir en fait dans la structure des particules, comment est-ce que les particules métalliques vont s'agglomérer avec les particules organiques de carbone pour former des complexes un peu spéciaux, et comment est-ce qu'ils vont voyager dans l'atmosphère et se retrouver ensuite dans nos poumons. Donc ça, c'est le très petit. Et puis derrière, il y a aussi le très grand. Donc là, vous allez en parler beaucoup aujourd'hui. C'est tout ce qui est l'étude de l'environnement global à partir de données satellites. Donc là, je vous ai mis l'exemple un exemple pour le dioxyde d'azote, mesuré à partir de Tropomi, où on voit donc une carte de l'Europe avec ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds de concentration en dioxyde d'azote autour principalement des grandes villes, des grandes agglomérations, et puis les zones très industrialisées où il y a beaucoup de circulation automobile, comme les Pays-Bas et Paris par exemple. Donc on arrive à détecter à partir de mesures satellites ces concentrations, et on voit que ce polluant, typiquement le dioxyde d'azote, ce n'est pas un polluant qui voyage beaucoup en fait, parce qu'il est très vite dégradé dans l'atmosphère, donc il est concentré vraiment autour des points d'émission, autour des villes. Suivant. Ensuite, ici, un exemple à partir de IASI, donc un satellite du CNES sur l'ammoniac. Donc, je vous ai parlé de l'ammoniac, c'est des émissions essentiellement agricoles. Et vous voyez donc la carte globale en haut à gauche, où on retrouve alors, toute la zone de forêt, bien sûr, et de savane. Là, c'est le fonctionnement naturel des écosystèmes, la forêt aussi amazonienne. Et puis, on retrouve aussi toute la vallée du Gange, où il y a énormément d'intrants agricoles, donc beaucoup d'émissions d'ammoniac. Suivant. Et puis, on a bien sûr les aérosols, vous allez en parler beaucoup. Donc là, c'est un exemple issu de Calypso, donc le système laser. À gauche, vous avez l'Australie avec les grands incendies qu'il y a eu lieu, et le panache de fumée qui est révélé en brun marron, là, sur la gauche. Et à droite, vous avez la distribution verticale de ces particules dans l'atmosphère, grosso modo, donc au-delà de 15 km, donc qui vont pénétrer assez haut dans l'atmosphère, parce que comme ces incendies sont extrêmement violents, on a beaucoup de chaleur qui est émise, donc beaucoup de convection. Donc les particules montent très haut et se retrouvent ensuite dans l'atmosphère et vont faire quasiment le tour du globe, puisqu'en fait, plus les particules sont émises haut dans l'atmosphère, plus elles restent longtemps. Et donc elles vont traverser tout le globe pendant des semaines et des semaines. Alors, je continue après sur plutôt les sciences participatives. Donc là, vous avez mon étudiante en master au Bénin qui était avec le petit Calitou, là, qui a fait des mesures pour moi pendant quasiment 2 ans. Donc on utilise aussi de plus en plus maintenant des personnes qui ne sont pas forcément expertes, mais qui nous permettent d'avoir des mesures là où on ne pourrait pas en avoir autrement, à partir d'instrumentations qui sont faciles à utiliser. Donc voilà, alors, suivant, donc slide 29. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas experts qui participent à ces réseaux de mesure à partir de capteurs qui sont relativement à bas coût, donc de manière à avoir un réseau qui est assez dense et assez largement, une couverture spatiale assez grande. Puis derrière, il y a aussi un intérêt pour l'éducation et la vulgarisation scientifique, parce que ça fait partie de nos métiers. Et puis nous, on essaye aussi d'en retirer un intérêt scientifique, d'avoir des mesures, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui permettent d'avoir accès à des zones où on ne pourrait pas déployer forcément facilement de l'instrumentation, faute de moyens ou faute de temps. Suivant. Numéro 30. Donc là, je vais parler de 3 expérimentations participatives. Donc les capteurs de black carbone dans les écoles, donc, que vous connaissez. L'expérimentation à partir de vélos, et une 3e expérimentation à partir d'écorce de platane. Donc, suivant. Donc, ces capteurs, ils sont construits à partir de ce qu'on appelle, nous, les capteurs bon marché qu'on trouve facilement dans le commerce, qui sont plus ou moins précis, on va dire. Typiquement, pour les particules, on retrouve essentiellement toujours la même technologie.
C'est une technologie qui est à base de diffusion de lumière. Donc ça, vous allez le voir avec les gens du LOA. Donc voilà, les particules diffusent la lumière. On regarde comment cette diffusion se passe. Et en fonction de la façon dont la lumière est diffusée, on peut avoir une information sur la quantité, la taille des particules. Donc c'est un peu toujours la même base. En fonction du type de capteur, on a une précision qui est plus ou moins importante. Donc ici, le transparent numéro 32, vous avez un exemple de ce principe de diffusion. Donc les particules sont prélevées, traversent un volume qui est éclairé par une diode ou un système laser. Et on analyse en retour comment est-ce que cette lumière est diffusée. Et ça nous permet d'avoir une information sur les quantités de particules. Suivant, numéro 33. Donc il y a un peu les mêmes choses sur les gaz. Donc il y a différents types de capteurs. Nous, on utilise plutôt celui qui est au centre, c'est-à-dire le gros appareil scientifique extrêmement bien étalonné. Et puis sur la gauche, vous avez l'émergence de nouveaux petits capteurs, typiquement électrochimiques ou à oxyde métallique. Donc ça, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, c'est des petits capteurs qui sont vendus pour Arduino et qui permettent d'avoir une idée un petit peu des niveaux de concentration. Ce pas des systèmes qui sont très bien étalonnés, on va dire. Mais à partir du moment où on les met en réseau, ces capteurs, on peut avoir une idée un petit peu de comment est-ce qu'évoluent les concentrations sur un ensemble, sur un territoire, par exemple. Et puis tout à droite, vous avez une image de, moi ce que j'aime bien, ce sont les capteurs passifs, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de système d'énergie. C'est juste, donc ça c'est pour les gaz, vous allez en parler pour le NO2. Nous, on utilise ça dans des réseaux de mesure internationaux en Afrique notamment. Ce sont des capteurs qui sont imprégnés d'une solution chimique et en fait, il va se créer un équilibre entre le capteur qui est imprégné de cette solution et les concentrations atmosphériques. Et on va analyser une fois tous les mois, par exemple, la quantité cette réaction chimique sur le filtre qui nous permet d'en déduire des informations sur les concentrations atmosphériques. Suivant. Alors, sur les capteurs, sur les black carbone, alors pourquoi on s'intéresse au black carbone? Donc, comme je le disais, c'est à la fois un composé qui est important pour la qualité de l'air, parce qu'il est toujours associé à des composés toxiques, des composés organiques toxiques ou à des métaux. C'est parce qu'il est émis par la combustion avec tout un cortège de particules et c'est un bon traceur de cette pollution. Et puis, c'est aussi un composé qui a un impact sur le climat parce comme c'est du carbone noir, il absorbe le rayonnement solaire et donc il a tendance à modifier en fait l'état thermodynamique de l'atmosphère ou en se déposant sur les surfaces comme la neige par exemple, il va modifier l'albédo de la neige et impacter sur la fonte des neiges et fonte des glaciers. Suivant. Donc cette petite expérience avec l'atélomètre de chez Staneo, là, qui est donc un système éducatif qui permet aux enseignants et aux enfants en fait, de mesurer quelle est la concentration de black carbone dans l'atmosphère à partir d'un prélèvement sur filtre et d'une mesure de la transmission de ce filtre qui va évoluer en fonction de l'accumulation des particules sur celui-ci. Donc ça permet d'avoir une mesure dans le temps, assez résolue, on va dire à l'échelle de la journée, et puis derrière aussi d'avoir le filtre à pouvoir analyser. Donc on peut déjà visuellement pour voir l'impact du noircissement de ce filtre. Et puis après, nous aussi, on a fait des mesures chimiques sur ce filtre pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dessus exactement. Donc suivant. Numéro 36, donc là vous avez une photo de la campagne qu'on avait fait avec les collèges. À gauche, vous avez tous les petits filtres dans les boîtes de pétri certains ont été percés, on voit un trou au milieu, qui sont plus ou moins noirs en fonction de la concentration de particules qui a été accumulée dessus. Donc il y a déjà un intérêt visuel, on peut voir, voilà, alors des fois c'est plus ou moins noir s'il y a beaucoup de particules de carbone, ou c'est plus ou moins jaune doré quand par exemple il y a des épisodes de poussière saharienne. À droite, vous avez ma collègue qui fait des analyses, très sympathique, Maria. Suivant. Et ici, vous avez un exemple de comparaison entre les différents collèges, donc pendant la campagne qu'on avait fait. Donc deux concentrations en black carbone, exprimées en nanogrammes par mètre cube sur la gauche, en fonction, c'est la moyenne en fait qu'on a eue sur les différents collèges. Et puis à droite, on a regardé aussi, par rapport à nous, notre instrumentation qu'on avait, est-ce qu'on retrouvait à peu près les mêmes valeurs? On voit qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes valeurs, mais on a quand même des corrélations qui montrent que finalement on a
on a quelque chose qui n'est pas complètement idiot. Suivant, 38. Et donc là, c'est un exemple donc, qui avait été fait à Podensac. Donc les élèves avaient rédigé tout un texte là-dessus. On avait aussi discuté sur l'intérêt des mesures. Donc c'est un peu... Moi, j'aime bien ce genre d'études parce que bon, moi, je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions que peuvent avoir les enseignants ou les élèves. Mais ce qui est important, c'est que ça vienne de la classe. Parce que c'est vrai que nous, derrière, on peut exploiter les mesures, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut que ça vienne de la classe et de l'enseignant. Et derrière, on peut avoir un projet un peu pédagogique et éducatif aux sciences là-dessus. Suivant, donc le numéro 39. Donc, ce qui nous intéresse aussi au laboratoire, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, l'interaction entre des particules de suie de carbone qui vont attraper, agréger d'autres types de particules, notamment des particules métalliques, issues aussi soit de la combustion, du pot d'échappement par exemple. C'est-à-dire lors de la combustion, il y a des particules métalliques qui sont émises, soit de l'usure du véhicule, l'usure des plaquettes de frein ou l'usure de la chaussée. Il y a aussi plein de métaux. Et on sait que les métaux, ce n'est pas forcément toujours très, très bon pour la santé. Donc, on cherche à étudier ces métaux. L'intérêt, c'est que quand on a affaire à des oxydes de fer, c'est qu'ils ont des propriétés magnétiques et qu'on peut suivre l'imprégnation, en fait, donc, soit des écosystèmes, soit de l'atmosphère, à partir de l'analyse des propriétés magnétiques de ces particules. Suivant, donc numéro 40. Donc, il y a eu un programme sur Toulouse là-dessus, donc avec ma collègue Mélina de Géosciences Toulouse, sur l'étude des particules des nanoparticules métalliques en relation avec les émissions par le trafic routier et donc en relation avec les émissions de carbone suie. Donc, suivant, numéro 41. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, mes collègues analysent la susceptibilité magnétique ou les propriétés magnétiques de biocapteurs, c'est-à-dire des capteurs en fait, qui ne sont pas manufacturés, qui sont des plantes. En l'occurrence, là, ce sont des écorces de platane. Alors, soit des écorces de platane qui sont préparées au préalable, dont on connaît les propriétés, et on va regarder par différentiel comment ces propriétés sont modifiées, soit directement des prélèvements sur la végétation. Et du coup, la végétation est un peu témoin de l'imprégnation par la pollution. Et derrière, on peut savoir l'historique un peu d'exposition de ces végétaux et reconstruire par rapport à ça des zones d'exposition plus ou moins importantes. Donc, suivant. Et ici, vous avez un résultat sur Toulouse, suivant le long d'axes circulants. Alors, pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est l'orientation nord-sud avec le long du canal, qui remonte après sur je ne sais plus quelle zone. Et on voit que donc, les zones les plus circulantes, donc les points au nord, sont beaucoup plus contaminés, en fait. Donc ça, ces prélèvements sur les platanes sont beaucoup plus contaminés par les particules magnétiques que les zones sud, qui sont moins circulantes. Et on se rend compte à des échelles très fines, par exemple entre la rue où il y a de la circulation et la zone où il y a des accélérations, décélérations, les stops, les feux, les ronds-points, où on a des concentrations qui sont plus élevées sur ces zones-là par rapport aux zones où la circulation est beaucoup plus douce. Donc en fait, on a la résolution temporelle n'est pas très grande, puisqu'il faut laisser le temps que l'écorce s'imprègne, donc c'est de l'ordre de quelques mois. Par contre, la résolution spatiale est très grande. On peut voir des phénomènes qui sont à très petite échelle. Donc, suivant, numéro 43. Ça, c'est un autre exemple. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a fait des mesures aussi dans les écoles, en air intérieur et extérieur, pour voir comment est-ce qu'on avait un transfert de polluants depuis le périphérique vers l'intérieur de l'école. Donc, on a fait des mesures de particules magnétiques et de particules carbonées. On se rend compte qu'effectivement, il y a un transfert de particules depuis l'air extérieur à l'intérieur de l'école qui varie en fonction de la saison et qui varie aussi en fonction de la ventilation du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles qui sont équipées, qui sont un peu plus modernes et plus étanches, qui vont peut-être avoir moins de pénétration, mais du coup plus de pollution intérieure, et d'autres écoles qui sont un peu moins étanches, où la pollution extérieure qui vient du périphérique, c'était deux écoles qui étaient à proximité du périphérique, où la pollution extérieure rentre plus facilement à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, ce sont des résultats. Alors, slide numéro 45. Là, je me montre dans l'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire sur une échelle en train d'attacher des capteurs dans une école. Voilà.
Je passe sur la 46. Donc, ce sont les résultats sur les écoles, mais ça va être un petit peu long à expliquer. Et j'arrive à la 47 sur le projet sur les vélos, où là, on parle de mesures d'oxyde d'azote. Donc ça, c'est un projet qui rejoint un peu ce qu'on appelle les smart cities, c'est-à-dire rendre la ville plus intelligente qu'elle n'est déjà, à partir de mesures distribuées, de capteurs en réseau et de micro-capteurs et compagnie. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était d'équiper des cyclistes avec des capteurs d'oxyde d'azote, de manière à avoir la répartition de ce polluant à très petite échelle dans la ville. Parce qu'à l'heure actuelle, on arrive à faire des simulations du transport de ce polluant. Par contre, on a du mal à faire des mesures à très petite échelle parce qu'on n'a pas forcément les réseaux adaptés. Donc là, à gauche, vous avez le beau vélo et à droite, vous avez le beau capteur sur une carte électronique. Suivant, numéro 48. Et là, c'est un des résultats qu'on a obtenu sur Toulouse. Alors, on n'a pas pu faire beaucoup de mesures. Ça a été compliqué de mobiliser les cyclistes et d'analyser tout ça. Ça a été quand même assez difficile. Donc, on va retenter l'expérience maintenant sur les particules. On va essayer d'aller plus loin. En tout cas, vous avez à gauche un résultat qui porte sur les concentrations de NO2 sur la ville de Toulouse. Donc, qui montre plus c'est rouge, plus il y en a, grosso modo. Et puis, donc, on voit les zones un peu à l'extérieur de la ville, un peu plus bleues, les zones un peu plus périphériques qui sont moins impactées par le trafic routier, donc qui ont moins de concentration de NO2. Et à droite, après, on fait passer des algorithmes de traitement qui nous permettent de dire, à partir des mesures individuelles des cyclistes, comment est-ce qu'on peut généraliser cette mesure à l'ensemble de la ville, sachant qu'on est à peu près dans les mêmes conditions de circulation, les mêmes conditions d'environnement et d'urbanisme. Donc, on essaie de spatialiser ça à partir de modèles statistiques, de manière à produire des cartes qui peuvent ensuite être utilisées par les agences de qualité de l'air. Suivant, donc slide 49. Donc là, je vais te dire 2-3 mots sur le Covid, parce qu'en fait, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment. C'est un peu dommage, quoi. Donc je vais forcément en dire 2-3 mots dessus. Notamment la relation entre la pollution et le Covid. Donc, slide 50, donc l'impact du Covid sur la pollution, l'impact de la pollution sur les effets du Covid et la propagation via la pollution. Donc, numéro 51, ce qu'on sait, ce qu'on a vu facilement, ce que tout le monde a même pu voir très facilement, il suffisait de sortir, de mettre le nez dehors, c'est qu'à partir du moment où on diminue les émissions, on diminue les concentrations. C'est ce que je disais au départ de ma présentation, c'est-à-dire que suite au lockdown, à la fermeture, au confinement, les émissions ont été diminuées, et notamment les polluants primaires, comme le NO2. Et on voit une diminution des concentrations très nette qu'on peut distinguer depuis l'espace. Vous avez 2 images ici de mars 2019 et mars 2020 qui montrent une diminution flagrante de ces concentrations atmosphériques de NO2 en relation avec le fait que les véhicules ne circulent plus. Par contre, pour les particules, pour les PM2,5 et les PM10, c'est beaucoup moins évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que déjà, il y a des formations secondaires de particules, donc avec des mécanismes qui sont un peu plus complexes et pas forcément linéaires par rapport aux émissions. Et puis en plus, il y a des contributions naturelles qui ne sont pas forcément liées, au trafic, qui viennent jouer dedans. Donc en fait, les diminutions des particules, les PM2,5, les PM10, est beaucoup moins flagrante que des émissions de gaz primaires comme le NO2. Alors, même constat, par exemple, par contre, pour les ultrafines, les particules ultrafines qui sont liées au trafic routier, là, par contre, on voit des diminutions qui sont aussi significatives dans les concentrations. Donc, slide numéro 52. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un impact net de la pollution, non pas sur le virus lui-même, mais sur les effets du virus. C'est-à-dire qu'en fait, la pollution atmosphérique est un facteur aggravant en fait, des conséquences de l'épidémie. Donc, maintenant, il y a une littérature qui a littéralement explosé là-dessus parce que tout le monde s'intéresse à ça et qui montre qu'effectivement, dans les zones les plus polluées, alors bon, après, c'est forcément aussi souvent les plus denses en termes de population, mais on voit que les personnes qui sont déjà fragilisées par la pollution atmosphérique, asthmatiques, personnes cardiaques, etc., subissent d'autant plus l'effet du virus. Donc, c'est plutôt, ça va dans le sens où si on réduit aussi la pollution, peut-être qu'on pourra avoir des effets bénéfiques sur d'autres choses, comme par exemple sur les épidémies. Par contre, donc slide numéro 53, par contre, sur tout ce qui touche à la propagation du virus via les particules, donc
on a entendu aussi beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune évidence scientifique qu'on peut avoir des propagations à longue distance euh, via les particules atmosphériques. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve beaucoup de choses sur les particules, notamment par exemple sur les particules de sable saharien qui arrivent, qui traversent l'Atlantique. On retrouve des bactéries, on retrouve des virus, mais il n'y a pas d'évidence qu'il peut y avoir suffisamment de charges de composés organiques, de composés biologiques sur ces particules pour pouvoir déclencher quoi que ce soit comme épidémie. Voilà, donc Slack de 54, c'est la fin de ma présentation. Bon, c'est un petit peu difficile là, j'espère que ça vous a appris quand même certaines choses. Et voilà, je reste là si vous avez des questions. Merci beaucoup.